Bienvenue dans Be Mindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Mafre, fondateur de Be Mind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récit de vie incroyables. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous? Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage. Salut les Be-Minders et bienvenue dans ce nouvel épisode de Be Mindset. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conversation avec Vincent Foulonneau, ancien chercheur à l'INSEP, Institut National du Sport, spécialiste de la prophylaxie, formateur en nutrition, coach sportif mais également 4 fois champion de France indoor de rameur. Vincent nous livre dans cet épisode plein de conseils concernant la prévention des blessures, la santé, la performance et la connexion qu'il y a entre la santé, les blessures et l'alimentation. Que vous souffriez de douleurs chroniques ou d'une hernie discale, ou peut-être juste que vous aspiriez à une santé sans douleur, un corps plus sain, cet épisode est fait pour vous. Vincent répond à des questions brûlantes concernant la nutrition et il offre une perspective inattendue qui défie beaucoup de normes. Dans cet épisode, nous avons tout pour améliorer notre bien-être naturel. Vincent nous rappelle notre rôle en tant que maître de notre santé, soulignant l'interaction cruciale qu'il y a entre le mouvement approprié et la nutrition. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement et à nous rejoindre pour un voyage captivant dans l'épisode 4 de Be Mindset avec Vincent Foulonneau. Bonne écoute. Salut Vincent, Salut Alex, ça va? ça va et toi? Ben, pour le moment, oui. Pour le moment, ça va. Donc, c'est le principal. Dis-moi, ça me fait plaisir de te recevoir sur cet épisode de Be Mindset. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir accueillir un spécialiste comme toi. Et Plaisir. j'aurais aimé ensemble qu'on puisse aborder une première thématique Ouais. qui, à mon sens, a vraiment sa place dans cet épisode. C'est la thématique de la prophylaxie. Ouais. Et je sais que tu es expert dans ce domaine. Mais Alors, avant ça, expert, c'est un bien grand mot. Je m'y connais bien, mais j'aime pas le terme expert. ok. C'est un terme qui est un peu galvaudé maintenant. Je m'y connais bien et je suis passionné par ça, ouais. Alors, si t'es pas un expert, je vais te laisser me présenter qui tu es. Oui, ok, très bien. Donc, je m'appelle Vincent Foulonneau. Je suis un ancien chercheur de l'Institut national du sport, l'INSEP, à Paris, où je faisais de la recherche sur le vieillissement cellulaire et les liens entre la physiopathologie et la performance de très haut niveau. Et également du travail bibliographique de synthèse sur la prévention des blessures, ce qu'on appelle la prophylaxie. Maintenant, je suis formateur dans différentes instituts de formation en nutrition, où j'enseigne plein de choses allant de la méthodologie scientifique à des choses que je faisais déjà à l'INSEP, comme le vieillissement cellulaire et d'autres choses. À côté, je suis coach sportif spécialisé en prévention des blessures et en réhabilitation. Et je suis aussi quadruple champion de France d'aviron indoor aux 500 mètres rameur dans ma catégorie. Voilà, pour faire court. J'ai vu que tu viens de... C'est tout récent, là, le dernier titre, je crois. Ouais, j'ai gagné ça il y a une semaine et demie. Félicitations. Merci, merci. Ok, Euh, alors du coup, la prophylaxie, la prévention des blessures au sens large, si je peux définir un peu ce que c'est pour prendre exactement. les bases un petit peu. En fait, le terme prophylaxie, ça vient de la médecine. Et il y a plusieurs catégories de prophylaxie. Il y a la prophylaxie dans la situation où la personne n'est pas encore blessée ou pas encore malade, si je reprends les termes médicaux. Il y a la prophylaxie lorsqu'on vient de se blesser, mais que la blessure Mhm. est pas trop grave. Donc,
c'est une forme de prophylaxie réhabilitation, hein, quelque chose entre les deux. Et il y a la prophylaxie où la personne est blessée gravement et donc il faut la relancer tout doucement et ça va prendre des mois. Puis bon, dans le domaine médical, il y a une quatrième forme de prophylaxie qui est la phase terminale pour les gens qui sont sur la fin de vie. Mais ça, D'accord. on n'en parle pas en sport. Et donc, du coup, en fonction de ces trois catégories-là de prophylaxie, les procédures seront pas exactement les mêmes. Typiquement, quelqu'un vient de se blesser relativement gravement, moi, c'est hors de mon champ de compétences, parce que là, du coup, l'athlète ou la personne blessée va simplement être pris en charge, encadré par un médecin du sport, un kiné, un ostéopathe, enfin, quelqu'un qui, du coup, va pouvoir avoir un effet direct sur la régénération tissulaire euh, avec des techniques spécifiques. Et en fait, ce qui se passe, ce que moi j'ai constaté, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis positionné comme ça en tant que coach, c'est que souvent, lorsque les personnes ont terminé donc cette phase-là dure de la prophylaxie, ils n'ont pas encore récupéré 100% de leur qualité physique. Mhm. Et lorsqu'ils se remettent à leur activité précédente, qui les a amenés ou non d'ailleurs à se blesser, ils sont pas à 100% en termes de qualité physique. Alors que ce soit dans le domaine amateur ou quand c'est dans le domaine professionnel où en fait ils sont encadrés par un préparateur physique qui va leur demander, qui auront certaines exigences à leur égard pour l'entraînement. Du coup, il y a une espèce de petit gap sur lequel l'athlète ou la personne de manière générale n'a pas encore créé d'adaptation. Donc cette espèce de gap qui est cette espèce de prophylaxie de premier ordre où on n'est pas vraiment blessé, mais on n'est pas non plus en excellente santé. Mhm. Et c'est ce gap dont moi j'ai tendance à m'occuper. Donc ça équivaut soit pour un athlète qui vient de sortir de blessure à se réathlétiser, soit pour quelqu'un qui commence à avoir un petit bobo, juste pour s'en échapper avant que ça parte en sucette, pour dire les choses D'accord. gentiment. Mhm. Donc c'est ça l'idée. Après, le... ouais, de manière générale, le... il y a aussi donc tout ce qui va être la prévention de ces problèmes-là, donc la prophylaxie au sens noble du terme. Moi, alors, ma perception des choses, c'est que, en gros, à cause du fait qu'on a tous tendance à faire des compensations lorsqu'on s'entraîne, on a tous tendance à utiliser certains muscles de manière privilégiée plutôt que d'autres muscles. Et à cause de ça, ça crée forcément des déséquilibres. Et tout le monde a ça, même les plus grands athlètes au monde ont ça. Et donc la question est de savoir quels sont les petits muscles qui vont ne pas assez travailler, Mhm. les tester, avoir des critères. Moi, c'est ce que j'appelle des standards de santé. C'est pour ça que sur Instagram, je m'appelle Ville Elf Standard. euh, pour savoir à partir de quel niveau on est en bonne santé sur un muscle donné. Des critères, donc des standards de santé, des standards de performance pour ceux qui veulent vraiment la performance de haut niveau sur ces petits muscles. Et en général, ce que j'ai constaté d'un point de vue statistique et ce que j'avais constaté d'un point de vue épidémiologique quand je travaillais à l'INSEP dans un laboratoire d'épidémiologie du sport, justement, Mhm. c'est que les gens qui respectent ces standards de santé ou ces standards de performance ont une probabilité de se blesser qui est 5 fois moindre, 10 fois moindre que la majorité des athlètes. La blessure est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, mais on peut minimiser les probabilités qu'elle arrive. Ok. Et toi, par rapport donc à ton cursus et à ton positionnement, euh, c'est, tu te situes où par rapport au kiné? C'est quoi ta En position? général, l'athlète, quand il sort du kiné, qu'il a fini le kiné, que le kiné considère que l'athlète n'est plus blessé, c'est là que moi, en général, je prends en charge. Parce que, en termes de perception de la douleur, en général, on va chez le kiné jusqu'à ce qu'on ne ressente plus la douleur. Et c'est pas parce que tu ressens plus la douleur que derrière, tu es fonctionnel pour ton activité physique. Ok, Euh, En général, faut que je prenne un exemple concret. Mettons quelqu'un qui s'est déchiré, même de manière modérée, l'ischio-jambier. ok, D'accord? Donc au début, il va boiter un petit peu, il pourra clairement plus faire de la course à pied ou du squat parce que c'est juste pas possible. Euh, alors, admettons qu'il fasse rien du tout. Une blessure se guérit de la manière suivante. Le corps, en fait, a trois phases. Il a une phase d'inflammation aiguë. Cette phase inflammatoire, elle dure en fonction de la nature de la blessure, entre 2 et 5 jours.
pendant lesquels on peut absolument rien faire, à part peut-être manger suffisamment de sucre, mais j'y reviendrai après peut-être à ça, suffisamment de sucre et de protéines. Mais l'idée, en fait, c'est que le système lance le système inflammatoire parce que c'est le système immunitaire qui gère ce genre de choses, même si c'est une blessure et que ça n'a rien à voir avec des éléments pathogènes extérieurs. Ce lancement permet aux cellules de l'immunité d'aller dans la zone et de constater les dégâts pour commencer à recycler les déchets. Mhm. Ensuite, il y a une seconde phase qui est une phase de résolution de l'inflammation, durant laquelle le système, du coup, va dire stop à lui-même. C'est-à-dire que le système immunitaire va dire, bon, bref, on peut arrêter maintenant de mettre en place de l'inflammation, il faut réparer. Et donc, c'est en deux phases. Une première phase où on dit stop et une seconde phase où le système commence à régénérer les tissus. Cette seconde phase, en fonction pareil de la nature de la blessure, ça peut durer entre 3 semaines et 6 mois, même Ok. plus parfois. Pour une toute petite déchirure qui nous embête, avec laquelle on boite un petit peu, ça va mettre en général 4 à 6 semaines, pas plus. Mais Mhm. c'est long, 4 à 6 semaines quand on y pense, parce que bon, bah, on voit les semaines passer, on peut pas s'entraîner, donc c'est pénible. Mais si on se fait une rupture, par exemple ligamentaire, un muscle qui se déchire gravement, bon, alors une rupture ligamentaire, non, parce que le corps ne peut pas en revenir, sauf sans opération, mais quelque chose de vraiment plus grave, une fracture, ça peut mettre 2 ans, 3 ans. D'accord. On se rend pas compte de ça, mais c'est très très long. Et du coup, il y a des choses à faire sur le plan d'alimentation pour moduler ces deux phases inflammatoires. Euh, et ensuite, en plus de ça, les êtres humains, au cours de l'histoire, ont inventé une technique pour accélérer le temps qui s'appelle la médecine, Mhm. et la kinésithérapie en particulier, pour accélérer notamment la phase de résolution et de régénération tissulaire. Il y a plein de choses qui existent, mettre de la glace, faire des ultrasons, faire du TECAR, c'est des ondes ionisantes, faire du travail en excentrique, du travail en isométrie, il y a tout un tas de choses. Les kinés ont à leur disposition tout un panel de techniques. Concernant l'alimentation, sur la phase inflammatoire qui dure entre 2 et 5 jours. Le classique, en général, c'est 5 jours si on veut être sûr de ne pas prendre de risques, sur laquelle on peut vraiment rien faire, où il n'y a absolument rien à faire, peut-être à part vasculariser si ça fait pas mal, c'est-à-dire faire du vélo tranquillou, sans impact. En général, donc votre système immunitaire, il est dépendant au niveau de son activation et de sa modulation de un truc qui s'appelle le switch entre l'activité, la bêta-oxydation et la glycolyse utilisée par les mitochondries dans les cellules de l'immunité. C'est les mitochondries en fait qui permettent le switch métabolique des cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires, entre guillemets, sont dormantes lorsqu'elles utilisent la bêta-oxydation, lorsqu'elles utilisent les graisses du corps, et elles deviennent extrêmement actives lorsqu'elles utilisent plutôt le glycogène, le glucose de manière générale. Et donc, si vous voulez lancer votre système immunitaire, il faut faire du cheat meal. Il faut aller se manger des glaces, des gâteaux, des pizzas, toutes ces saloperies-là, et des protéines. Alors, évidemment, il faut quand même manger des fibres, mais mon point, c'est qu'on peut accentuer, localement, c'est bénéfique d'aller accentuer sur un apport en glucides et un apport en protéines pour permettre à cette phase inflammatoire de correctement se lancer. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un truc en général que les gens ne savent pas trop. Ouais, c'est Mais assez par ouf. contre, ouais, et par contre après, quand il faut repasser de la glycolyse à la bêta-oxydation pour les mitochondries dans les cellules d'immunité pour dire stop, pour qu'elles se calment, c'est la phase de la résolution. Donc là, c'est la majorité du temps, parce que c'est au moins 4 semaines, hein, entre Mhm. 3 et 6 semaines dans le meilleur des cas. Là, c'est beaucoup plus chiant, entre guillemets. Il faut toujours manger des protéines parce que c'est important pour la réparation, mais il faut manger beaucoup, beaucoup d'oméga 3. Une quantité D'accord. énorme. Des graisses polyinsaturées, à longue chaîne notamment, qui viennent essentiellement des produits marins, parce que les oméga 3 issus des plantes sont bien moins efficaces pour stopper le système immunitaire et pour certains autres aspects de la réparation tissulaire, malheureusement. Euh, D'ailleurs, je vais te raconter une histoire par rapport à ça qui est rigolote. Dans les années 80, les Américains, qui ont le sens de la démesure, ils se posaient la question de savoir quelle était la quantité en termes de supplémentation qu'on pouvait faire prendre à des gens en oméga 3 pour la résolution de l'inflammation. Euh, Ils ont fait prendre pendant 4 semaines l'équivalent à peu près de entre 100 et 120 gélules par jour. Putain.
Oui, Ok. d'oméga 3. C'est absurde. Pour information, les recommandations pour quelqu'un de normal, c'est entre 2 gélules et, allez, 6 gélules si on est un très gros sportif de plus de 100 kilos qui fait beaucoup, beaucoup de sport. Là, on est à plus de 100. Et ils leur ont fait prendre pendant donc plusieurs semaines. La seule conséquence négative sur la prise de sang, enfin, c'est pas même pas la prise de sang, mais la seule conséquence négative, c'était l'inconfort digestif. Mais à la prise de sang, toutes les valeurs d'inflammation sont descendues. Ok. Donc c'est très très puissant. Du coup, ça pose d'ailleurs des questions un peu philosophiques d'un point de vue évolutif, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de borne supérieure. En général, il y a pour n'importe quoi, quand on en prend trop, à un moment donné, ça devient pas bon. Et là, en l'occurrence, il semblerait qu'il n'y ait pas de borne supérieure. En tout cas, c'est pas très clair au niveau de la recherche, même à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous gaver d'oméga 3, parce que au bout d'un moment, vous allez commencer à en avoir marre. Parce que là, ça n'a duré que 4 semaines, leur protocole, hein, quand même. Et puis vous allez sentir le poisson, hein. Ouais, bref. Bon, par contre, c'est que une chose importante, c'est que si vous ne prenez pas assez d'oméga 3, la résolution, donc la descente de l'inflammation, elle ne va pas se faire. Donc l'inflammation va rester haute, va continuer d'osciller, et on part dans ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Et c'est comme ça que parfois, certaines personnes qui se sont blessées ont des douleurs qui persistent pendant des mois, voire des années, alors que normalement, leur système a réparé la zone. Ça vient de Ok. ça. Ça vient d'un manque d'absorption d'oméga 3 par leur alimentation ou par la complémentation. Voilà. Et donc pour le coup, comment on peut sortir? Est-ce que une fois qu'on est rentré dans cette entre guillemets blessure chronique ou inflammation chronique de la zone dans laquelle on a mal, est-ce que c'est quelque chose qui est verrouillé à vitam aeternam et dans ce cas-là, bah on doit vivre avec, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être clos par un protocole spécifique? Bah, il y a deux choses à faire qui marchent très très bien. La première, c'est d'augmenter ses apports en oméga 3. Mhm. Ça diminuera considérablement l'inflammation. Faire un bilan nutritionnel, c'est toujours mieux avec un nutritionniste ou diététicien du sport parce que parfois, en fait, l'inflammation chronique peut être aussi déclenchée par des carences en ceci, en cela, certains minéraux, pas assez de fruits et légumes, parfois pas assez de protes, souvent les trois, d'ailleurs, si on est tout à fait honnête sur ce sujet-là. Bref. Et souvent trop de consommation de produits sucrés, Ok. de produits industriels. Ça, c'est côté alimentation. Côté prophylactique, donc dans la réparation, la méthode qui marche le mieux, c'est tout ce qui va être travail en excentrique. Alors, l'excentrique, par exemple, c'est contrôler la phase retour d'un mouvement. Par exemple, si vous faites une traction, vous allez donc monter vite, ou alors vous allez vous aider pour monter. Ça, c'est la phase concentrique. Typiquement, quand on est blessé, la phase concentrique, on l'annule, on l'oublie, on cède d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, on contrôle la phase descendante sur une durée qui peut durer entre 4 et 10 secondes. C'est très très lent. Le fait de garder une tension malgré l'étirement du muscle permet plusieurs choses. Ça permet de défibroser. Je reviendrai sur le terme défibroser un peu après. Ça veut dire en fait casser des fibres, des vieilles fibres qui sont mal fichues, et également étirer, assouplir les fibres naïves qui sont toutes jeunes parce qu'elles ont été mises en place après réparation. Donc ça permet de regagner de la souplesse. Et cette phase excentrique, pour des raisons biochimiques je ne me rappelle plus exactement, en fait, vont envoyer des signaux euh, donc aux cellules satellites, qui sont les cellules souches qui se trouvent dans les muscles, pour se reproduire. Et donc, ça accélère la régénération tissulaire d'un pourcentage vraiment très important. Je ne sais plus si c'était 20 ou 30%. Ce qui est colossal, hein. Parce que donc, si tu mets 6 semaines à te remettre d'un truc, 20 ou 30%, c'est 4 semaines et demie, hein, quelque chose comme ça. Et on est toujours friand d'aller un peu plus vite quand même pour ce genre de processus. Et d'ailleurs, tout ce qui est travail en excentrique est un travail en général qui est fait faire par les kinés à un moment donné ou à un autre dans le protocole de remise à niveau d'une personne blessée. Donc voilà, c'est les deux choses essentiellement à faire et qui marchent très très bien dans quasiment 100% des cas, quasiment. Ok. Donc on récapitule, travail excentrique dans la zone qui est inflammée ou la zone en tout cas qui pose problème. Et Mm. puis augmentation des apports en oméga 3 pour pouvoir en tout cas améliorer l'état de douleur chronique, quoi. Ouais, ça c'est vraiment tout ce qui va être au niveau euh, du tendon, qui est une blessure. Quand le tendon est blessé, c'est quelque chose de très récurrent chez la majorité des athlètes.
Et des situations où c'est un peu différent, comme par exemple les hernies discales, J'allais venir. c'est-à-dire ouais, ouais, bah les hernies disques, donc le disque, les disques paravertébraux, c'est espèce de comment dirais-je, de petits donuts gélatineux qui se trouvent entre les vertèbres euh, et qui donnent un peu de la compliance à l'ensemble de la colonne vertébrale. Ils sont relativement épais. Pour différentes raisons épidémiologiques, ça peut être une mauvaise posture, ça peut être un manque de masse musculaire au niveau des muscles paravertébraux, ça peut être aussi un choc important. Parfois, le disque se déplace un petit peu et sort très légèrement de là où il devrait être. Et c'est ce qu'on appelle du coup une hernie discale, donc une petite protubérance puisqu'il sort. Les hernies discales ne sont pas... Les hernies discales peuvent être fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des hernies discales sans s'en rendre compte. Voilà. Euh, Là où c'est plus gênant, c'est quand ça devient du coup douloureux, parce que ça va venir crisper la zone de manière telle qu'on peut plus rien faire, on peut plus se baisser. Et c'est extrêmement handicapant. Pour en avoir vécu plusieurs quand j'étais plus jeune et pendant des années, c'est vraiment très 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 pénible. Et alors là, en général, un kiné vous fera faire des exercices dans un premier temps, déjà pour désinflammer. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut désinflammer la zone. C'est un peu paradoxal parce qu'il faut désinflammer la zone pour que qu'on appelle ça, le disque se désépaississe un tout petit peu. Euh, et en même temps, il faut réchauffer la zone pour que les muscles se relâchent. Du coup, alors, il y a des kinés qui prônent de mettre de la glace. En alternant avec des exercices. Il y a des kinés qui prônent de mettre juste du chaud, mais plutôt d'avoir un effet non pas anti-inflammatoire, mais pro-résolutif de l'intérieur, donc en prenant les oméga 3. Donc il y a plusieurs méthodologies qui se disputent. Là, pour le coup, on sort un peu de mon champ de compétences parce que ça, c'est des débats entre kinés. En général, ce qui se passe, c'est que on fait faire des exercices pour remettre doucement le, le disque dans son axe. Et une fois qu'il est dans son axe, en général, le kiné, il fait, bon, ben voilà, vous êtes guéri, ciao. Mais en fait, ça ne résout pas la source du problème, hein. Parce que Mhm. si la personne s'est blessée, surtout si c'est pas à cause d'un choc, il y a de très fortes chances qu'elle se reblesse. Et donc c'est là que du coup que la prophylaxie au sens large du coup va intervenir. On va faire des exercices, on va tester les adducteurs du rachis, les muscles paravertébraux. En général, les hernies discales, elles ont lieu souvent en bas du dos. Au niveau de L5S1, c'est le truc le plus commun. Donc, mais bon, bref, en fait, on teste du coup les muscles du dos, enfin, et on voit s'ils sont suffisamment forts. Un test classique, par exemple, que moi je fais faire, c'est de mettre quelqu'un sur un support. Il se tient au niveau des mains, il tend les jambes dans le vide, et il faut qu'il tienne au minimum 3 minutes sans s'arrêter. Ça, c'est le test, c'est un test d'isométrie de santé. Test de performance, c'est 5 minutes. Et d'où ça vient? C'est l'équipe olympique de Chine qui fait faire ça à ses athlètes. Ok. Et bon, si les Chinois ils considèrent que 5 minutes c'est suffisant, vu que ils font des arrachés à 150 kilos pour 60 kilos de poids de corps, c'est qu'on est bien. En général, moi ce que je fais, c'est que je prends des tests issus de différentes fédérations, différents sports. Je prends leurs tests, ça c'est les tests de performance, parce que c'est pour le haut niveau. Et en général, je divise enfin, je prends entre 50 et 60% du volume de leurs tests ou de leur intensité, et j'en fais un standard de santé que je teste évidemment moi-même pendant un certain temps avant Ok. de le mettre en place. Ok. Euh, donc là déjà on a pas mal de contenu assez spécifique. Mais tu vois ce qui m'intéresse également c'est comprendre un petit peu. euh, Là, on parlait de ton positionnement par rapport à un kiné. Ouais, Donc, on a bien compris le fait de prendre soit le versant avant où tu anticipes les éventuelles blessures et tu conditionnes les personnes à pouvoir mieux bouger et performer en préparant leur corps, ou en post-blessure, après une ouais, fois qu'ils ont vu le kiné, pour pouvoir reprendre leur activité. En gros, c'est un peu de la réathlétisation oui, spécifique, quoi. tout à fait. Euh, mais toi, Vincent Foulonneau, c'est quoi ton parcours de vie qui t'amène à ça, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu plonges dans cet univers de la prophylaxie?
En plusieurs choses. La première, c'est que quand j'avais 17 ans, à la radio, on m'a... alors, c'est même plus jeune, j'étais plus jeune que ça, mais j'avais 16 ans. À la radio, en fait, on m'avait détecté un lead ischemique, c'est-à-dire une petite fracture d'une vertèbre, plus un vieillissement du cartilage qui était celui d'une personne de 35 ans, en gros, alors que j'étais adolescent. J'avais des problèmes, une attitude scoliotique au niveau de la colonne vertébrale, une différence de hauteur de jambe de 1 centimètre. Toute la recette pour avoir des maux de dos permanents ad vitam aeternam et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et on m'avait dit en gros que il fallait que je fasse de la muscu. En fait, on m'avait déjà dit ça. Ah oui, non, ça me revient. Le début de ça, c'était quand j'avais 12 ans. Donc c'était il y a longtemps quand même, hein. Ça avait particulièrement empiré quand j'avais 17 ans. C'est ça, oui. Et du coup, on m'avait dit, voilà, soit tu fais de la muscu, soit tu finiras en chaise roulante. Ah, t'es là, bon, bah super, hein, à 12 ans, t'es là, oh, la journée Sympa. commence bien. Je vais C'est reprendre un des bon cookies à la programme. cantine. Et c'est ça. Donc, je me suis mis à faire de la muscu. Évidemment, je savais pas faire les choses correctement. Et puis, j'ai enchaîné les douleurs jusqu'à la faculté. À la faculté, j'ai rencontré mon entraîneur et mon père spirituel dans le domaine du sport, qui s'appelle Serge Moreau, qui est un professeur agrégé de sport à l'université de Pierre et Marie Curie, et qui vraiment m'a pris sous son aile au sens pour la préparation physique générale, parce que c'était vraiment son maître mot, être fort partout, tout le temps, dans n'importe quelle direction, sur le cardio, enfin, sur toutes les qualités physiques. Et grâce à lui, j'ai complètement guéri. Ok. Et il m'a aussi initié à tous les exercices en fait de prévention des blessures. Même si lui, ça, paradoxalement, ça l'emmerdait, il en faisait plus, ou pratiquement pas. Mais moi, c'est quelque chose que j'adorais. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça et que je me suis totalement guéri de mon dos. Je suis passé d'une phase où, quand j'avais 12 ans, j'avais les vertèbres et l'état du cartilage qui était celui d'une personne de 34 ans, avec un risque de finir en chaise roulante, avec maintenant, sans avoir besoin de m'entraîner particulièrement, de faire un tirage à 280 au deadlift. Ok. Et des cartilages d'ailleurs en bien meilleur état, ce qui me fait dire une chose assez intéressante pour les gens qui nous écoutent, c'est que parfois les médecins sont extrêmement pessimistes, surtout concernant l'état des cartilages. En général, on vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas réparable. C'est réparable, mais par contre, il faut comprendre que ça met très très longtemps. Ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 15 ans, ça peut mettre 20 ans. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment réparer vos cartilages, il va falloir faire les choses vraiment très très bien. Je parle surtout au niveau du dos, parce qu'au niveau du genou, euh, ça doit être faisable aussi, mais ça va être aussi compliqué. Il faut faire les choses vraiment très très bien et arrêter les bêtises pendant une période très 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 longue. C'est très très ingrat. Yes. Bah, déjà, c'est important à retenir et ça me fait du bien aussi de l'entendre parce que je pense que je fais partie d'une catégorie de personnes où je sais que je suis pas seul là-dessus qui ont, je pense, forcé pendant trop longtemps dans la mauvaise direction d'un point de vue entraînement. Et puis, je pense que les protocoles d'entraînement et les connaissances à l'époque n'étaient pas non plus autant développés et les entraîneurs n'avaient pas autant de connaissances sur toute la partie physio-anat, en tout cas au niveau dans lequel j'ai pu évoluer. Et aujourd'hui, effectivement, ce discours de vous avez alors moi j'ai passé des radios cervicales il y a quelques années de ça où on m'avait dit vous avez le coup de enfin vous avez fait du rugby, de la boxe alors que pas du tout et vous avez eu un trauma non pas spécifiquement parce que vous avez en gros il m'avait dit un peu la même chose que toi tu as le coup d'une personne de 50 balais quoi. Donc Ouais, il va falloir arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. On a souvent ce discours tout de suite médical très stop, arrêtez tout oui, et changer de pratique. Donc ça fait du bien d'entendre qu'effectivement c'est pas quelque chose qui est clôturé, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut que ce soit adapté et puis avec je pense faire accompagner par un spécialiste pour pouvoir remettre en place un protocole lent, sûrement très progressif, oui. qui va permettre de reprendre l'activité, de rebouger et de se régénérer, quoi. Oui, tout à fait. En fait, les médecins ont ce discours-là pour deux raisons. La première, en fait, c'est parce qu'en général, quand on dit à quelqu'un qui va perdre enfin, quand on dit à quelqu'un qui va perdre sa jambe et qu'à finalement on lui dit, bon, ben, il a juste un bobo, il va juste avoir sa jambe immobilisée pendant 6 mois, il saute de joie. Enfin, il saute de joie. Il sautera de joie dans 6 mois. Mhm.
Mais donc il y a cet aspect-là. Bon, je suis pas tout à fait pour faire ce genre de manipulation psychologique, mais bon, c'est un fait dans le domaine de la médecine. Le second point, c'est le concept d'hormèse, qui est en gros, on met une petite dose de poison pour adapter le système, créer des adaptations dans le système. Et en fait, dans médecine, on considère que quand on est sur de la physiopathologie, de manière générale, ça veut dire qu'on a dépassé la capacité d'adaptation du corps et que donc il faut stopper la dose de poison. Et donc de ce point de vue-là, il faut arrêter. Bon, ça, c'est ce qui était enseigné il y a encore 20 ans. Maintenant, les choses ont changé. On sait qu'il faut quand même continuer à bouger. Surtout, on le sait en kinésithérapie. Il faut continuer à bouger, mais de manière intelligente. Et là, c'est vraiment le boulot du kiné. Et les médecins sont pas encore très bien formés à ça. Il faut qu'ils prennent une spécialité par rapport à ça dans leurs études. Et ils l'ont pas tous. Hmm. Donc, bon. Mais autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que donc ça peut mettre 10 ans, mais c'est d'autant plus lent et d'autant plus pénible que l'on est âgé. Ouais. Euh, quand on a 10 ans et qu'on peut ressortir un truc qui ça met 20 ans, bon, à 30 ans, on est bien. Mais si on a 30 ans, à 40 ans, on est bien aussi. Mais quand on commence à avoir 40, 45 ans, qu'on a déjà eu, on a vécu un certain temps déjà sur Terre, ça commence à être de plus en plus compliqué. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense ça personnellement, c'est qu'il faut jamais sacrifier sa santé au travail. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, moi, je me sacrifie ma santé pendant mes 40 premières années et après je profite. C'est une très grave erreur de calcul, parce qu'ils arrivent à 40 ans, ils sont atomisés Mhm. et ils vont mettre 20 ans à s'en remettre, s'ils font les choses bien. Voilà, juste, je dis ça. Et donc, parce que là, on a un peu bifurqué par rapport à ton parcours. Tu as vécu cette expérience-là, tu as rencontré cette personne qui t'a permis de te remettre sur pied et t'intéresser à la prophylaxie. Ouais. Derrière, Mais j'ai mis 12 ans ok, en étant avec lui plus de mon côté à me guérir complètement mes maux de dos, à peu ok. près. Et derrière, comment on arrive à, enfin, t'as passé quoi comme diplôme? Comment on arrive à l'INSEP? Qu'est-ce qui t'amène à devenir coach? Et voilà. Bah alors, moi, je suis physicien théoricien de formation, donc ça n'a absolument rien à voir. Ok, d'accord. Mon truc, c'est les processus stochastiques relativistes. Normalement, c'est des processus de diffusion avec, on met une vitesse limite au système, de la mécanique quantique, des trucs comme ça. Enfin, à la base, c'était ça. Et sauf que j'étais passionné de sport, je faisais énormément de sport. Enfin, il m'a formé de manière informelle, mon mentor. Et il s'avère qu'à l'INSEP, ils avaient besoin, à un moment donné, de quelqu'un qui sache faire des mathématiques pour faire des modèles et qui ait une très forte appétence pour la biologie, la physiologie et qui comprenne le monde du sport. Et donc j'avais juste le profil parfait pour ça, donc j'y suis allé pendant quelques années. Et donc j'ai travaillé là-bas et j'ai appris plein de choses là-bas auprès des entraîneurs. Et une fois que je suis sorti de ça, parce que j'ai commencé à faire une thèse, et finalement, comme je m'entendais pas du tout avec mon directeur de thèse, j'ai arrêté et j'ai tout quitté. J'ai quitté la recherche et je suis arrivé à Toulouse. Ok, Euh, c'est là que je suis passé à l'enseignement. Et je m'étais dit qu'en fait, c'était bête d'avoir autant de connaissances dans le domaine de la physiologie, de la biologie cellulaire, du vieillissement, etc. et de ne pas pouvoir pratiquer. Donc j'ai passé un tout petit diplôme histoire de pouvoir pratiquer. Donc c'est un CQP. ok. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que j'en suis venu à ça. Et maintenant, du coup, je peux exercer mon activité en toute sérénité. Ok. Pour revenir, donc maintenant qu'on a une vision un peu globale de qui tu es, ce que tu fais, ta vision, euh, on peut revenir dans le cœur du sujet qui est la prophylaxie. Tout à l'heure, tu as donné une définition. Est-ce que si tu avais une personne complètement novice du milieu médical, du milieu du sport, comment toi tu définirais ce qu'est la prophylaxie? De manière très simple, très synthétique. La prévention des blessures. Ok. Trois mots. Ça, Ok, ça n'est que ça, fondamentalement. Et ça va au-delà de l'activité physique, c'est un mode de vie. super. Tu peux Voilà. creuser ça? Ouais, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui différencie un athlète professionnel d'une personne normale?
même je dirais même plus d'un un champion d'une personne normale, c'est pas tant les qualités physiques que le mode de vie. Pourquoi est-ce que les athlètes de très haut niveau, les gens qui font les championnats du monde, les Olympiens, ont en moyenne 10 à 15 ans d'espérance de vie en plus par rapport à la population générale? C'est pas tant parce qu'ils se lèvent beaucoup plus lourd, qu'ils courent beaucoup plus vite, qu'ils ont une... Alors, la VO2 max, un peu aussi quand même. La VO2 max, ça aide considérablement pour l'espérance de vie. Mais pour les autres qualités physiques, c'est pas ça qui joue tant que ça. Ce qui joue, c'est un mode de vie de très grande qualité. Euh, la prophylaxie, c'est très général. Ça peut être donc l'alimentation, ça passe par l'alimentation, ça passe par le sommeil, ça passe par une, comment dirais-je, une psyché en bonne santé, un état d'esprit, le fait d'être serein dans sa vie, parce que si on est stressé en permanence, qu'on est anxieux, qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait, déjà on est malheureux et en plus, bon ben, on creuse sa propre tombe. Et l'état d'esprit, le sommeil, l'alimentation, une activité physique adaptée à son corps, c'est le quatuor de la réussite pour la santé et pour se sentir bien dans son corps. Et quand on se sent bien dans son corps, on se sent capable de soulever des montagnes. Le, le plus important, il y a beaucoup d'athlètes d'ailleurs qui ont cette appétence-là, même s'ils sont à haut niveau dans leur truc. En fait, il y a beaucoup de gens pour qui en fait le plus important, le plus fondamental, au-delà de tout le reste, c'est d'abord de se lever le matin et de ne sentir aucune douleur, de se sentir bien pour avoir envie de bouger. C'est vraiment le, la quintessence, le cœur de la vie humaine, je pense. Et du coup, on cherche ça en priorité. Tout le reste, faire de la performance, se dépasser, etc., ça vient après. Mais la sacro-sainte base, c'est se lever en se sentant bien. Et donc, en fait, en quelque part, en se sentant heureux dans son corps. Et à mon sens, la prophylaxie, ça aide à aller dans cette direction-là, puisqu'en fait, ça permet de corriger les petits muscles qui sont pas assez forts. Ça, c'est pour la partie musculation, pour qu'ils soient un peu plus forts, qu'on ait moins de douleur. Ça permet de corriger l'alimentation, donc faire un peu moins de bêtises au niveau de l'alimentation, mais on peut prendre également du plaisir à manger certains trucs, hein, mais avoir une alimentation plus équilibrée, avoir un sommeil régulé, et évidemment, tout ce que je viens de dire, d'un certain point de vue, ça n'est que 20%, et 80%, c'est la tête. Ok. Se sentir bien dans sa tête, c'est très très important. Mais là, je peux en parler un peu, mais on est en partie vraiment loin de mes champs de compétences, parce que là, on est sur de la psychologie, du développement personnel. Je peux donner que des expériences personnelles par rapport à ça. C'est un sujet qui, à mon avis, est extrêmement vaste et me dépasse largement. Mais on peut avoir les meilleurs, on peut avoir les meilleurs marqueurs sanguins, les meilleurs marqueurs physiologiques du monde. Si là-dedans, on est malheureux, tout l'univers est malheureux pour nous, à nos yeux. Donc, c'est très très important de trouver une forme de sérénité, trouver un objectif, parce que en trouvant un objectif à sa vie, ça peut être se lever le matin en se sentant bien dans son corps. Trouver un objectif à sa vie, c'est donner un sens à sa vie. Euh, je dirais même mieux, mais ça c'est pas de moi cette phrase, je crois que c'est de Joe Peterson, c'est trouver une responsabilité, c'est se sentir vivant. Et à partir du moment où on a cette responsabilité-là, ça peut être sa santé, ça peut être la santé de quelqu'un d'autre, ça peut être un projet professionnel, on se sent vivant et ça donne envie de travailler. Si on reste dans le domaine de la prophylaxie, simplement, ça va être notre responsabilité, c'est de nous sentir bien en se levant le matin. Et à ça, ensuite, moi, je vais ajouter ma perception personnelle des choses. Je suis un grand fan de tout ce qui est confucianisme, bouddhisme, taoïsme, etc., tout ce qui est philosophie asiatique, et la mythologie également. Et il y a, il y a une opposition de style un peu entre la philosophie occidentale et la philosophie asiatique. La philosophie occidentale cherche à découper la réalité pour la mieux la définir. Euh, et du coup, on additionne des concepts les uns après les autres pour avoir une vision d'ensemble. Tandis que dans le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, donc la philosophie asiatique, on cherche plutôt à retirer des concepts inutiles pour retirer des illusions à notre perception de la réalité et Mhm. donc avoir une vision plus claire des choses. À mon sens, il faut savoir faire les deux, parce que si on est capable en même temps de décortiquer quelque chose, mais qu'on est aussi capable en même temps d'enlever des filtres inutiles,
eh ben, on peut avoir une vision claire de notre appréhension du monde et ça peut nous aider grandement dans des projets de vie. Pour ce qui est d'atteindre un état de sérénité, à mon sens, le fait de retirer des concepts inutiles, se retirer des choses, de se sentir vide à l'intérieur, c'est quelque chose de beaucoup plus utile que de rajouter des concepts. Ok, Donc, à mon sens, la philosophie asiatique a, au début en tout cas, beaucoup plus de sens que la philosophie occidentale. Une fois qu'on a atteint cet état de paix intérieure, on peut commencer à reconstruire par-dessus. Mais c'est comme si on essayait, quand on essaie de construire, je sais pas moi, un building en plein milieu de la jungle, avant tout, il faut déjà trouver un terrain où il n'y a pas grand-chose. Et donc, ça peut valoir le coup de déraciner les mauvaises herbes dans un premier temps avant de construire. C'est ça, ce que j'essaie de dire. ok. Et il y a deux points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne et que tu nous éclaircisses un petit peu. Donc tout à l'heure, tu as donné un exemple qui me parle bien, c'est la prophylaxie, ça pourrait être le bon moyen de pouvoir se lever le matin sans douleur pour avoir envie de bouger. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est aujourd'hui dans notre société une chose. Je pense que si on pose la question à une centaine de personnes, on devrait avoir un résultat assez impressionnant de personnes qui se lèvent le matin en étant déjà en vrac. Est-ce que là-dessus, toi, de manière très généraliste, tu pourrais donner des conseils à monsieur, madame, tout le monde sur qu'est-ce qu'il faudrait faire matin au réveil ou peut-être le soir avant d'aller se coucher pour pouvoir, à un moment donné, arriver à ce résultat qui est je me lève le matin et mon corps est OK. Ouais. Je vais essayer de résumer ça en quelques points clés. Premier point clé, avoir des horaires de lever et coucher constants, le plus constant possible avec une heure d'intervalle. Ça permet de considérablement réguler le rythme circadien de notre corps. Et donc derrière, cette routine apaise l'inflammation. Donc déjà, ça aide considérablement. Avec des horaires de coucher et de lever constants, bien entendu, dormir suffisamment. Pour une raison qui m'est un peu obscure depuis, je crois que ça vient des États-Unis, mais je suis pas sûr. Mais depuis une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, les gens se persuadent, ou il y a des effets de mode qui persuadent les gens que le sommeil, c'est pas si important que ça et qu'on peut dormir que 6 heures par nuit sans aucune conséquence sur la santé. Mm. La réalité est tout autre. Il faut au moins 8 heures de sommeil. Quand on est sportif, ça peut monter à 10 ou 12 heures quand on est adulte. C'est comme ça. Le corps, il faut bien qu'il récupère. Et quand on n'est pas sportif, ben, 8 heures, ça reste très, très, très bien. Donc ça, c'est un premier point. Second point, là, je vais pas me faire des amis, c'est le café. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le café, mais le café est un très gros perturbateur du sommeil. La demi-vie du café, c'est 6 heures. Ça veut dire que quand vous buvez du café, il faut 18 heures pour l'éliminer. Donc, si vous buvez votre café à 6 heures du matin, il sera totalement éliminé par le corps à minuit. Or, en général, quand on se lève à 6 heures du matin, on ne se couche pas à minuit. Si vous prenez votre café à midi, il est totalement éliminé à 6 heures du matin. Donc, ça veut dire que si vous vous endormez, mettons, à minuit, entre minuit et 6 heures du matin, le café va avoir un effet délétère sur votre sommeil qui ne sera pas si récupérateur que ça. Donc, en général, on prend le café parce que justement, on se sent un peu fatigué, mais en réalité, on ne fait que scier la branche sur laquelle on est assise. Mhm. Et quand on arrête le café, en général, on se sent extrêmement fatigué pendant une certaine période, et c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, le corps, il a besoin de récupérer, il a besoin de dormir. Mais au bout d'un moment, cette perception de la fatigue, elle va disparaître, puisqu'on va récupérer, et on se sentira beaucoup mieux. Donc, le café, n'en prenez que de manière ponctuée dans la semaine. Si vous, vraiment vous adorez ça, c'est votre petit plaisir de la semaine, vous le faites une fois dans la semaine, et pas plus. OK. Ensuite, donc ça, c'est les points généraux. Je vous conseille vivement, alors pour rester sur le sommeil, d'avoir un réveil lumière plutôt qu'un réveil avec le son. Le réveil lumière, c'est un réveil qui va simuler la lumière du soleil progressivement le matin à l'heure que vous désirez. Pourquoi c'est mieux? En fait, lorsque vous vous faites réveiller par un bruit, ça vous balance un pic de cortisol dans le système. Vous vous réveillez, mais le système, lui, il comprend pas ce qui se passe, il croit que c'est la guerre. En fait, il croit que il faut que vous vous leviez pour sauver votre vie, qu'il y a un lion qui va vous bouffer les Mm. miches. Alors, c'est vrai que par le passé, nos ancêtres, ils avaient cette problématique-là, mais bon, encore que c'est pour ça qu'ils vivaient dans des grottes, hein, pour éviter ce genre de problématique. C'est aussi pour ça qu'ils avaient le feu, pour éviter ça aussi.
Le fait d'avoir un réveil lumière, non seulement ça vous réveille en douceur, donc il n'y a pas de pic de cortisol, mais mieux encore, ça réveille votre système en interne avant que d'un point de vue conscient, vous vous réveillez. Euh, euh, En fait, on sait que les organes internes, en fait, il y a tout un système de signalisation qui dépend du coup de la lumière, qui va venir réveiller en interne les organes. Et c'est un processus qui peut prendre entre 20 minutes et 45 minutes en fonction de la nature des tissus. Le réveil lumière, en fait, il va augmenter progressivement la lumière pendant entre 20 minutes et 40 minutes, justement. Ce qui fait que, en fait, lorsqu'il atteint son pic, il rajoute une toute petite musique extrêmement douce, comparativement à un réveil normal, et on se réveille naturellement. Et non seulement on est réveillé d'un point de vue conscient, mais surtout on est réveillé d'un point de vue métabolique, et donc on peut entamer la journée correctement. Le réveil lumière est vraiment une source infinie de paix le matin, plutôt que de se faire réveiller par une fanfare. Je suis d'accord. Euh, le... c'est vraiment incroyable ce truc-là. Donc ça, c'est pour le volet du sommeil. Au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, le plus important, c'est de manger de tout et varié et de manger le moins possible des aliments transformés. Voilà. Euh, le régime vegan, c'est pas bien parce que ça crée des carences. Le régime carniste, c'est pas bien parce que ça crée des carences. Si vous voulez être respectueux de l'environnement et que pour vous la cause animale est importante, vous pouvez manger végétarien. C'est une solution qui est vraiment fonctionnelle pour la santé et d'ailleurs qui est proche du régime méditerranéen. Parce que le régime méditerranéen, en gros, c'est un régime végétarien où on rajoute du poisson. Euh, Ensuite, pour ce qui est du choix de est-ce qu'il faut manger 3 fois par jour, 1 fois par jour, 2 fois par jour, bon, ça dépend vraiment des gens. Euh, on faudrait qu'on dédie un podcast entier là-dessus. À l'heure actuelle, tant que vous ne dépassez pas vos besoins alimentaires, que vous mangez un nombre de calories suffisant dans la journée, que vous ne faites pas d'excès, il n'y a pas de différence majeure entre le fasting, donc le régime intermittent, et ou un régime où on mange 3 fois dans la journée. Ok. Il y a des effets théoriques qu'on comprend, qu'on connaît, mais ça n'a pas de prédiction, ça n'est pas un bon prédicateur de ce qui va se passer sur le très long terme en termes d'espérance de vie et de qualité de vie. Parce que c'est pas, la différence entre manger 2 fois par jour ou 3 fois par jour, comparativement à quelqu'un qui surtout va avoir une activité cardiovasculaire importante, c'est ridicule, au sens où c'est le sport qui est le premier déterminant de la santé et de la longévité chez l'être humain, notamment les activités cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que, et du coup je viens du coup à ça, parce que les deux premières sources de mortalité dans le monde, dans les pays occidentaux, c'est les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ces deux choses-là, ça dépend, pour dire les choses très condensées, de manière condensée, ça dépend de la santé de vos mitochondries et de leur nombre, tout simplement. Plus vous avez de mitochondries, plus vous avez des mitochondries de qualité, plus les tissus seront régulés correctement et moins vous aurez de risques de choper des tumeurs. Il faudrait que je parle un peu de comment ça fonctionne, ça, mais bon, peu importe. Euh, et moins vous aurez le risque de choper une crise cardiaque ou d'avoir des dépôts de plaques d'artérome dans votre système sanguin. Et du coup, ça élimine 70% du problème. Après, il y a toujours des composantes génétiques de chacun, bon, mais si vous éliminez 70% du problème, c'est colossal. Donc j'arrive du coup au second point, c'est avoir une activité cardiovasculaire régulière et importante. Alors, je sais que ça prend du temps, mais la santé, ça doit être un point d'investissement de notre vie. Enfin, en tout cas, toujours pareil, si l'une de vos responsabilités en tant qu'être humain, c'est de vous sentir heureux en vous levant le matin, vous ne pouvez pas passer à côté de la case activité cardiovasculaire, de la source que vous voulez. Ça peut être de la course à pied, du vélo, de la natation, n'importe quelle activité. Tant que vous en faites, c'est le plus important. Alors, après, la question qui fâche, c'est la quantité. Euh, Nos ancêtres, et quand je dis nos ancêtres, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un siècle et demi, avaient à peu près 8 heures d'activité physique par jour. Et il semblerait que ce soit le minimum syndical pour vraiment être en parfait accord avec ce pourquoi on est conçu. Mais ça restait de la très très basse intensité, hein. Si on reprend les zones, par exemple, d'effort de Shunshill, de Upside Strength, ça va être la zone 1, 8 heures de zone 1 par jour. J'ai bien conscience qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire ça, surtout quand on a un travail de bureau. Mais si on est sur du 1 à 2 heures d'activité par jour,
donc de basse densité. Ça veut dire ne pas être sédentaire, aller marcher plutôt que de prendre la voiture, marcher le plus possible. C'est pour ça que les pas, c'est important. Plus rajouter à cela une activité ou deux par semaine de haute intensité, de la nature que vous voulez. On est dans la bonne direction. Voilà, on est dans une bonne direction. Donc voilà, donc l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, surtout cardiovasculaire, c'est important. Et enfin, donc pour la partie psychique, c'est compliqué. Là, le mieux, c'est que vous lisiez des bouquins qui soient attirants pour votre appétence psychique à vous, que vous écoutiez des podcasts, euh, que vous... il y a une chose qui est importante probablement pour le développement de la psyché, une espèce d'hormèse psychique, c'est se confronter à la nouveauté. Euh, Hmm. Regarder un film dans un style qu'on n'aime pas forcément. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les films d'horreur, se confronter à regarder un film d'horreur de temps en temps, c'est une forme de, de croissance spirituelle, entre guillemets. Se confronter à la nouveauté, à des choses qu'on n'aime pas forcément, ça permet en fait d'enrichir ses points de vue, d'élargir son spectre de la perception, et ça ne peut qu'être bénéfique sur le long terme. Je te rejoins à 10 000 là-dessus parce que, en fait, ça me fait sourire parce que je suis intimement convaincu que ce qui tue le cerveau, entre guillemets, c'est la monotonie. C'est le fait de faire tout le temps la même chose, d'être constamment dans cette facilité intellectuelle. Où ton cerveau il a plus besoin de travailler finalement puisque on sait pertinemment que c'est une machine à automatisme et ouais, s'il peut consommer le moins d'énergie, il va chercher à consommer le moins d'énergie en créant des autoroutes neuronales et faire en sorte que voilà, ce soit automatisé. Et je pense que ce qui amène à vivre bien psychologiquement et longtemps, c'est le fait de vraiment sortir de ses habitudes, aller se confronter à de la nouveauté. Voilà, ce que tu disais là, et c'est pour ça que ça me fait bien sourire. Ok, donc bon, en gros ces quatre grands vecteurs d'amélioration de la santé pour pouvoir être bien. Donc l'alimentation, le mouvement, le sommeil et l'activité physique. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Dites-vous bien par rapport d'ailleurs à la psyché, nos ancêtres, certes, ils avaient moins d'activité intellectuelle que nous, au sens où ils n'avaient pas de lecture, ils n'avaient pas Netflix, ils n'avaient pas de conférences, pas de podcast, mais ils étaient confrontés à une nature sauvage en permanence. Comme c'était de la transmission orale, il fallait qu'ils connaissent tout par cœur et qu'ils s'en souviennent. On sait qu'ils avaient à peu près des explorations de territoire de l'ordre de 500 000 km², c'est la surface de la France. Incroyable. Donc ça veut dire que dans leur vie, ils connaissaient un territoire relativement bien de la taille de la France. Mhm. Donc si on a un cerveau fait pour emmagasiner des choses, c'est parce qu'en fait nos ancêtres ont évolué dans cette direction-là pour ce genre d'activité. Donc ouais, comme tu le dis, la monotomie est vraiment délétère pour notre cerveau et pour notre développement. Et ça me fait rebondir sur un point, c'est pareil, on pourrait faire un podcast en entier là-dessus et l'impact des nouvelles technologies, de notre mode de vie sur, sur notre conditionnement psychologique et physique, où tout nous est, entre guillemets, trop facile et nous amène plus à nous mouvoir par nos propres moyens de locomotion, c'est-à-dire nos jambes, nos cœurs et nos muscles. Et pareil pour la réflexion, alors ça a des avantages, on va pas non plus se mettre à vivre comme en mode préhistorique, mais Mm. en gros, enfin, je prends un exemple concret parce que un GPS, enfin, à l'époque, ils avaient la carte ou en tout cas, ils allaient se repérer par rapport à d'autres manières de fonctionnement, mais tout nous est, j'ai l'impression on a basculé un petit peu trop du côté obscur, Oui, où tout est devenu trop facile. Même pour manger, maintenant en deux clics, on te livre la bouffe devant chez toi. Euh, on marche plus, on prend des trottinettes électriques. Enfin voilà, c'est un ensemble où je pense on a basculé du mauvais côté, ce qui fait que ça devient vraiment très délétère. Et enfin voilà, c'est mon positionnement dessus. oui, oui. C'est d'autant plus grave pour les enfants. Ah ouais. Quand on est un adulte, mais qu'on a beaucoup bougé étant jeune, même si c'est pas optimal, ça reste moins grave que pour les enfants qui sont... Pitié si vous êtes parents, ne tombez pas dans cette facilité qui est de mettre vos enfants devant un écran. Faites-les bouger, confrontez-les aussi au silence, au fait, à l'ennui. C'est important pour le développement du cerveau.
Parce que du coup, il y a que quand on s'ennuie qu'on peut faire preuve d'imagination. Et l'imagination est un moteur clé du développement du cerveau des enfants. Donc, ils vont se faire chier, mais ça fait partie de la vie. C'est important de savoir se faire chier. Exactement. Là, c'est catastrophique. Si on prend le temps d'attention des enfants, euh, alors je vais revenir en arrière. Du temps de mes grands-parents, donc ils sont nés entre les années 30 et les années 40, le temps d'attention moyen d'un gosse de 7 ans, c'était entre 1 heure et demie et 2 heures. C'est très très long, hein. Mhm, mhm. Moi, ma génération, on considère qu'on était aux alentours de 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure. T'as quel âge? Moi, j'ai 36, je viens d'avoir Ouais, 36, bon. pardon. Ceux qui ont 24-25 ans maintenant, leur temps d'attention, on considère que c'est entre 15 minutes et 30 minutes. Et ceux de la nouvelle génération, on considère que c'est entre 1 et 5 minutes. Et on voit clairement les liens causaux avec la stimulation par les écrans et Mhm, l'inactivité physique quand ils sont jeunes. Et c'est terrible parce qu'il y a des adaptations physiologiques qui se font quand on est jeune et qui ne peuvent pas se faire plus tard. C'est d'ailleurs constaté de manière très flagrante chez les sportifs de haut niveau qui ont commencé jeunes. Il y a une différence absurde entre des jeunes enfants qui ont commencé le sport de haute intensité quand ils étaient jeunes comparativement à des jeunes enfants qui ont une activité normale. Et on voit qu'il y a un écart dans leur qualité physique qui est juste colossal et qui ne sera jamais compensé durant leur vie. C'est quasiment impossible. mhm. Euh, Bon, là, je prends un cas extrême avec un cas normal, mais là, maintenant, nous, là, ce qu'on compare, c'est un cas normal, enfin, qu'on aimerait être normal, avec la réalité de beaucoup d'enfants maintenant qui ne sont plus actifs. On se retrouve avec des enfants qui ont des problèmes de rétention d'eau à l'adolescence, alors que c'est un problème de vieux, normalement, de personnes qui ont 60 ans. On se retrouve vraiment avec des choses absurdes. Ouais, c'est hallucinant quand même, mais effectivement, c'est malheureusement la réalité de nos jours. Alors, il va y avoir un peu de bruit parce qu'il y a du monde autour de moi. Ne Ah t'inquiète oui, oui. pas, c'est normal. C'est les aléas du direct. Euh, donc, ouais, c'est vraiment une chose hyper importante. C'est vraiment essayer de se confronter au maximum à la nature, se déplacer, essayer de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, ouais, c'est pour moi aussi hyper important de souligner, d'insister pour revenir à des modes de fonctionnement, on va dire, un peu plus naturels et moins technologiques. Euh, Euh, oui. j'ai oublié de te mentionner un truc à propos des enfants que je trouve primordial. C'est comprendre la différence entre une activité physique ludique et une activité physique plus physiologique, entre guillemets. Mhm. Quand vous faites faire à votre gosse, par exemple, toute forme de coordination pour un enfant est nouvelle et intéressante. Mais il vient un moment, surtout au niveau de l'adolescence, où il faut que le gosse fasse plutôt des activités physiques qui sont dures sur le plan physiologique, athlétisme, natation, haltérophilie, crossfit, peu importe, mais une activité qui est quantifiable et pour laquelle il faut chercher la performance. Parce que c'est un tort qu'ont les adultes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils font du sport parce qu'ils font du rando roller ou de la danse 2 fois par semaine. C'est des activités qui sont ludiques, mais ils se rendent pas compte la différence de difficulté et les différences physiologiques avec aller faire du 10 fois 400 mètres sur une piste d'athlétisme. C'est juste pas le même monde. Ouais, c'est clair. Pour un adulte, bon, les gens font leur choix, c'est chacun sa vie. Mais par contre, pour un enfant, c'est très très important d'aller le pousser sur ces efforts-là, parce que c'est ça qui lui donnera un avantage considérable, pas seulement en termes de performance, ça on s'en fiche en fait au fond, mais surtout en termes de santé sur le long terme. Ok. J'en prends bonne note. Euh, et l'autre grande dominante que j'aimerais qu'on aborde aussi, si tu le veux bien, et qui est aussi un de tes champs de compétences, parce qu'il me semble que tu es formateur aussi dans ce domaine, c'est la nutrition. On a bien entendu Ouais, commencé à évoquer certains aspects tout à l'heure en lien avec la prophylaxie. Ouais. En tout cas, on voit, en tout cas pour moi, il y a une conséquence directe entre comment va mon corps et ce que je mange. ouais.
J'ai tout un tas de questions, c'est super là. Même là sur la prophylaxie, j'ai pas complètement fini, mais dans l'absolu, sur la nutrition, euh, sans partir sur des bases hyper rébarbatives, parce qu'on entend beaucoup de choses. J'aimerais que tu nous déjà redonnes ton positionnement. Qu'est-ce que tu fais en termes de formation sur la nutrition? C'est quoi ta spécialisation? C'est quoi ton... Alors moi, ma spécialité, c'est vraiment ma spécialité, le cœur de mes connaissances, c'est le vieillissement cellulaire, Ok, d'accord? Les liens entre physiopathologie, vieillissement cellulaire et de l'autre côté, performance de très haut niveau. Et je fais le lien avec la nutrition parce que l'état de nos cellules, en fait, dépend de ce qu'on leur donne à manger et du stress qu'on leur apporte. Et ça dépend de deux choses, l'alimentation et le sport. Donc, je vois les choses sous cet angle-là. C'est un angle assez particulier, mais qui est souvent est très utile pour les futurs professionnels de santé que sont les nutritionnistes. ok. Et donc pour être en bonne santé d'ailleurs, euh, qu'est-ce que toi tu recommanderais d'un point de vue alimentaire? Une question très basique. Euh, Si je me mets en 2024 et que je regarde ce que ne font pas les gens mangent pas assez de fruits et légumes et ne mangent pas assez de sources de protéines de qualité D'accord. et pas non plus assez de graisses polyinsaturées. À l'inverse, ils ont tendance à manger beaucoup trop sucré et beaucoup trop de saloperies industrielles qui contiennent une quantité aberrante de substances qui sont nocives pour le corps ainsi que des perturbateurs endocriniens. Quand tu parles de protéines de qualité, qu'est-ce que tu entends? Et quand tu parles de graisses polyinsaturées, qu'est-ce que tu entends? Bon, si je commence par les graisses polyinsaturées, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux oméga 3. En gros, c'est des sources d'oméga 3. Pour le coup, quand on est en bonne santé, qu'on n'est pas blessé, n'importe quelle source d'oméga 3 compte, hein, des plantes, des oléagineux, des huiles, mais aussi du coup des poissons. Côté, euh, Côté viande de qualité, alors même si la législation est dure en France par rapport à ça, on a de la chance d'être un pays qui fait très attention à notre bouffe, malgré le fait que beaucoup de gens gueulent par rapport à ça. Ça reste comparativement aux États-Unis, Mhm. c'est le jour et la nuit. Ok, Néanmoins, il y a quand même de la triche parfois. C'est-à-dire que, par exemple, certains poulets, ils sont gonflés à l'eau ok. et avec de la farine. Donc du coup, on achète 300 grammes de poulet, mais en réalité, il y a que 150 grammes de poulet ou 200 grammes de poulet. Quand on va avoir des apports corrects en protéines, c'est compliqué. Ouais. La viande rouge est souvent, quand on l'achète en grosse quantité, elle est souvent trop grasse et pas si riche que ça en vitamine B12. Il vaut mieux, si on achète de la viande rouge, acheter de la bonne viande rouge de qualité auprès du boucher une fois de temps en temps et passer plus de temps à manger des sources moins chères de protéines, des œufs, du fromage blanc, pour faire simple, Mhm. et du poulet si c'est un poulet de qualité. Voilà. Donc c'est ça ce que j'appelle des protéines de qualité. Ah oui, pardon. Et puis évidemment le soja, ça c'est très bien également. Mhm. Le soja, c'est très bien, mais alors faut faire attention pour tout ce qui est ces sources végétales, parce qu'on pense que c'est une bonne alternative aux protéines animales. On pense que c'est une, pardon, on pense que c'est une bonne source alternative aux protéines animales, mais euh, le problème de ces sources-là, c'est elles sont parfois très riches en pesticides. Et il faut tracer, il faut faire attention aux sources. On a l'impression qu'on se fait du bien, alors qu'en fait, on fait que s'empoisonner. En plus, ça, je donne du grain à moudre pour les gens qui nous écoutent. Si vous pensez que manger du soja, ça permet de sauvegarder les animaux, vous faites une erreur. Quand on veut quand on veut, comment dire, cultiver un champ de soja, il faut bousiller absolument tous les petits animaux qu'il y a autour. Donc, c'est pas si simple que ça d'avoir un mode de vie végétarien en voulant préserver la nature. C'est plus compliqué que ça. Et ça dépasse le cadre, à mon avis, de l'alimentation. Ouais, donc, en gros, souvent, et t'es pas la première personne que j'entends dire ça, quand on veut faire une culture vraiment spécifique pour tout ce qui est végétarien et vegan, souvent dans la production, ils viennent tuer tout ce qui est, comment on appelle ça?
euh, biodiversité, du terreau pour pouvoir Ouais. faire pousser le soja ou autre. D'ailleurs, je peux encore enfoncer le clou hein, par rapport à ça. Je dis pas ça pour que les gens qui sont dans ce mode alimentaire-là comment dire, se culpabilisent, hein. Mais c'est juste pour reconfronter à la réalité, qui est que les êtres vivants ont besoin de manger d'autres êtres vivants, et qu'à un moment donné, il y a forcément de la souffrance, puisqu'on tue d'autres êtres vivants. D'accord? Il faut savoir que dans les légumes, il y a des neurotransmetteurs. S'il y a des neurotransmetteurs dans des plantes, dans les légumes et compagnie, ça veut dire que les systèmes sont vivants et qu'ils perçoivent la douleur, même s'ils crient pas. Alors, ça va vous faire rire, mais si vous coupez une carotte, techniquement, il y a des signaux de la douleur qui sont créés quelque part. Voilà. C'est juste qu'on a beaucoup moins d'empathie envers une carotte que envers un lapin ou un cochon. Euh, donc bon, il faut accepter ça. Après, là, on en viendrait à la perception qu'ont les êtres vivants de leur monde et peut-être une carotte, mais on ne sait pas ça. Objectivement, on ne sait pas. Peut-être qu'une carotte se sent plus heureuse qu'un cochon, mais objectivement, c'est pas comparable parce qu'on ne le sait pas. En plus, non, si d'ailleurs, si on sait un petit peu. Je pense à ça me revient. En général, quand on mange des fruits et légumes, on aime bien les fruits et légumes qui ont du goût, hein. Les fruits et légumes qui ont du goût, ce sont des fruits et légumes qui ont été soumis à l'hormèse, qui ont été stressés. Ils ont été stressés. Donc ils ont vécu plus de souffrance dans leur vie, et donc ils ont plus de goût. Donc, si vous voulez vraiment manger des légumes et des fruits qui n'ont pas souffert dans leur vie, mangez des fruits et légumes qui n'ont pas de goût. Ce qui fait pas de sens, parce que en général, les fruits et légumes qui n'ont pas de goût, ce sont des fruits et légumes qui n'ont pas assez de vitamines et de minéraux. Voilà. Je dis ça, je vous laisse méditer sur le sujet. Non, mais c'est en fait on aborde limite un peu de c'est une manière de concevoir la vie un peu philosophique. C'est comment on perçoit la mort, comment on perçoit voilà effectivement maintenant ce qu'on consomme. Euh, c'est vrai que souvent ce qui revient le plus souvent dans les discours de pourquoi je suis devenu végétarien ou vegan, c'est vraiment ce rapport à l'animal, ce rapport à la nature. On veut préserver le monde et sauf que j'ai l'impression aussi qu'on a tendance à oublier qu'on reste des animaux, qu'on fait partie d'un tout, d'un système où, bah, effectivement, il y en a qui sont mangés, d'autres qui sont, enfin, les chasseurs, les chassés, enfin, j'ai l'impression que c'est La... Ouais, mais la notion en plus de cruauté dans le monde animal, en dehors de l'être humain, est quelque chose de très présent. D'un côté, on a des véganes qui refusent de manger de la viande parce qu'ils veulent pas le faire mal à l'animal, et de l'autre côté, quelque part dans l'Atlantique Nord, on a des orques géantes qui balancent des phoques en l'air pour jouer avec jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a beaucoup de cruauté chez les animaux. Alors le pourquoi de c'est comme ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils s'ennuient. Peut-être que c'est ça le fond du problème, c'est qu'on s'ennuie, donc du coup on est cruel. Mais il y a bien cet aspect-là partout, malheureusement. dans toute la Donc, chaîne alimentaire, hein. On mm. fait partie d'un tout, en tout cas, ça reste notre positionnement apparemment. Euh, ok, donc pour revenir sur la partie alimentaire, donc j'ai eu plein de questions en fait. Je me suis permis de mettre une petite story hier pour avoir des questions des gens qui pourraient être auxquelles je pourrais répondre. Ouais, J'ai eu plusieurs réponses, en tout cas plusieurs questions. ouais. J'essaie de retrouver où est-ce que j'ai écrit ça. Ah oui. Alors, y a-t-il un ordre à respecter dans ce que l'on mange? Un Pour ordre. pouvoir, est-ce qu'il y a un ordre quand tu vas faire ton repas? Est-ce qu'il y a un ordre par lequel tu dois commencer pour Ah, mieux assimiler les nutriments dans ce que l'on mange lors d'un repas? Est-ce qu'il faut commencer par les légumes et ensuite la viande? Enfin, euh, en vérité, alors normalement, ce qu'on apprend, et ce qu'on enseigne aux gens, c'est qu'il faut manger par les légumes. Il faut commencer par les légumes, une source de fibres, parce que ça permet de mieux mouler le cake à la sortie, hein, pour dire les d'accord. choses gentiment. Est-ce que ça optimise l'absorption? Le problème de fond pour le système, pour le corps humain, c'est l'homéostasie. C'est toujours maintenir un équilibre. Donc, c'est pas tant l'ordre dans lequel on absorbe, c'est de ce qu'on absorbe, c'est ce dont on a besoin. Si, si vous ne créez pas de casse musculaire, vous n'avez pas besoin de tant de protéines que ça pour renouveler le système. Euh, Vous avez besoin par contre tout le temps de fibres pour entretenir le système, le microbiote intestinal, donc la civilisation de bactéries qu'il y a dans votre système Mhm. digestif.
l'ordre n'a pas vraiment de sens. Ce qui compte, c'est sur la fin de la journée d'avoir tout ce qu'il faut. Par contre, bien sûr, si vous mangez trop de fibres d'un coup, trop de sucre d'un coup, ça va avoir des effets négatifs. C'est bien d'avoir un mélange, un apport équilibré à chaque repas. Voilà. Ok. Et est-ce que, donc, un peu dans le même sens que la question que je viens de te poser, est-ce que si on mange tout dans un même plat, c'est-à-dire tu fais une grosse tambouille où tu mélanges tes fibres, tes protéines, etc., le corps arrive Ouais. aussi bien à les assimiler que si c'est complètement dissocié? Oui, tout à fait, ouais. Alors, la question de la toute-puissance du système digestif sur les aliments, c'est un sujet compliqué, mais ça se pose en général vraiment que concernant les compléments. Par exemple, si vous prenez une pastille de vitamine C qui fait 1 gramme, votre système digestif est incapable d'absorber les 1 gramme de vitamine C, même si c'est bon pour son corps, pour le corps, et ça va vous provoquer une envie d'aller aux toilettes très très forte au bout d'un moment. Euh, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, personnellement, je suis contre certains compléments alimentaires qu'on donne aux personnes âgées où en une seule gélule, il y a absolument tout ce qu'il faut dans la gélule. Mhm. Sauf que la personne âgée, ben, elle est âgée, elle a un système digestif qui est moins fonctionnel que quelqu'un de plus jeune. Et donc, dans ce tout petit truc, elle va quasiment rien absorber parce que son système est incapable de récupérer les nutriments. Mais ça, c'est pour des compléments. Au niveau de l'alimentation, en général, le système est vraiment bien conçu. On est fait pour absorber des choses qui viennent d'aliments naturels. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se poser par rapport à ça. Si vous avez des soucis par rapport à votre digestion, votre manière d'absorber les nutriments, le mieux, c'est d'aller voir un nutritionniste qui est spécialisé dans le système digestif et sur la flore intestinale. Pour le coup, il pourra mieux vous aiguiller, voir si vous avez certaines intolérances, vous dire, voilà, pendant un temps, il va falloir manger plus ça, ça et ça. Bref, faire des optimisations. Mais ça, souvent, quand on a des soucis par rapport à la bouffe et qu'on ne sait pas où trouver les solutions, une bonne, une bonne première étape, ça consiste à aller voir un professionnel compétent. Ok. Est-ce qu'ils ont un nom spécifique, ces nutritionnistes, pour tout ce qui est de type inflammatoire? Ça va être des gens qui sont plus des nutritionnistes. En général, ils le marquent sur leur site internet ou leur compte Instagram. Des nutritionnistes qui, par exemple, si c'est du sport, ça va être du sport. Si c'est du système, qui sont plus spécialisés euh, système digestif, ils vont le préciser. S'ils sont plus spécialisés micronutrition, ils vont le préciser. Micronutrition, c'est souvent lié au système hormonal. Voilà, en général, ça se lit sur leur CV. Ok. Euh, Nutritionniste ou diététicien d'ailleurs, hein, parce qu'il y a les deux termes en France, voilà, je ouais. précise. Est-ce qu'il y a des horaires spécifiques où il vaut mieux manger plutôt tel ou tel type d'aliment? Ouais, enfin, plus ou moins. Euh, le matin, il est important d'avoir un apport en protéines et en gras suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre 8 heures et 10 heures du matin, c'est là où vous avez le pic de production de testostérone. Et si vous voulez maximiser la production de testostérone, qui est un problème pour beaucoup d'hommes, mais aussi chez les femmes d'ailleurs, hein, ça compte, même si c'est beaucoup moins important en quantité. Si vous voulez maximiser naturellement cette production, il faut manger un apport en protéines important le matin. Quand je dis important, c'est 40% des apports en protéines de la journée le matin, entre 30 et Ok. 40%. C'est ce qui est pas rien, parce que la plupart du temps, les gens, surtout en France, ont tendance à manger un petit déjeuner sucré. Ah, en plus, le pancréas, il se réveille là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, du sucre, du sucre! Ah! Merci. Donc non, non, non. Des œufs brouillés, un petit morceau de fromage avec, du pain, pour ajouter de la confiture après si vous avez envie, mais d'abord une source de protéines. Et du gras, du coup, donc, dans les œufs et le fromage, tout va bien. Pour le coup, n'importe quelle source, même si peut-être que les oméga 3 seraient un peu mieux, mais ça, c'est pas dit. Donc oui, ça, par rapport à ça, c'est important. Et le soir, avoir un apport en glucides suffisant. Parce que si vous n'avez pas un apport suffisant en glucides, et en tryptophane notamment, donc ça va être des protéines ou des céréales complètes, vous allez avoir un sommeil de moins bonne qualité. En fait, si vous mangez trop gras le soir, votre sommeil va être perturbé. Si vous mangez pas assez de glucides, vous allez avoir un sommeil de moins qualité. Vous avez tendance à vous réveiller la nuit parce que vous allez avoir une hormone qui s'appelle la gréline qui va vous réveiller pour vous dire, Hé, j'ai faim, j'ai faim. Hmm. Et ça va vous empêcher de dormir. Vous allez moins bien dormir. C'est d'ailleurs pour ça que chez les bodybuilders ou chez les gens qui font des sports à catégorie de poids, ils dorment très très mal avant les compétitions à cause de ça. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. Euh,
Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire par rapport à ça, je pense. C'est le plus important. Ok. Tu sais, on a comme une sorte de cyclicité euh, hormonale, mais aussi, je suppose, intestinale, où le corps va activer plus ou moins tel ou tel organe en fonction de l'horaire. Euh, Est-ce que ça, Ouais, c'est... ça c'est la théorie de Xavier Delabosse qui a amené le terme chrononutrition Mhm. en France au début des années 2000. Sauf que Xavier Delabosse, il a pris des études qui étaient faites sur les drosophiles, c'est les mouches. Il a dit c'est pareil chez l'être humain et c'est pas pareil. Ok, Il y a une mode par rapport à la chrononutrition. Alors maintenant, en fait, le terme chrononutrition a été repris et il y a une définition plus scientifique de ça. Mais les gens en particulier qui pensent qu'il faut manger à certaines heures par rapport à l'activité de certains organes, ça vient de Xavier Delabosse et c'est complètement faux. Ça c'est juste que Xavier Delabosse, c'est un médecin qui a été banni de l'ordre des médecins. D'accord? Donc il est parti complètement en sucette de son côté. Non, toute cette partie-là, c'est complètement faux malheureusement. Euh, Il y a certains points qui fonctionnent, comme ce que je viens de raconter, donc de la chrononutrition vraiment scientifique, comme ce que j'ai raconté par rapport à la testostérone, et aussi que le circadien, le fait de manger peut-être un peu plus de glucides le soir, mais ça s'arrête là. ok, Ça va pas beaucoup plus loin que ça, malheureusement. Pareil, au niveau des bactéries de la flore intestinale, elles sont actives toute la journée, il y a pas de souci. Et tant que vous leur donnez des fibres, elles sont heureuses. ok. Pour revenir sur l'apport en protéines, c'est quoi l'apport en protéines maximal que le corps peut absorber sur un repas? Donc là, c'est un sujet qui fait débat parmi les chercheurs. Personne n'est d'accord entre ceux qui sont focalisés sur les acides aminés et les autres qui sont focalisés sur autre chose. En moyenne, les apports, les recommandations des apports, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps par jour. Euh, Il y a des gens maintenant qui se sont rendus compte que c'était probablement plus, plutôt aux alentours de 1,5 grammes par kilo de poids de corps par jour pour une personne normale en bonne santé et jusqu'à 2 grammes, 2 grammes et demi pour les sportifs. Il y a des différences. Le problème, en fait, c'est quand on parle de protéines, ça veut rien dire protéines. C'est comme dire il faut des minéraux. Il faut différencier les acides aminés. Et c'est là que ça se complique. Les acides aminés essentiels, des non essentiels, il y a un certain nombre. Ceux qui sont les plus importants, qui intéressent les chercheurs, c'est la leucine, l'isoleucine, la valine, la méthionine, la lysine. C'est eux les plus importants. Il semblerait que quand on manque de certains, quand on prend par exemple un peu trop de leucine, quand on n'a pas assez de lysine, pardon, quand on n'a pas assez, de glycine, pardon, quand on n'a pas assez de leucine, ça peut venir empêcher certains autres acides aminés d'être absorbés. Il y a plein de choses on est en train de remettre en question à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a une activité physique importante, on peut monter assez haut dans le grammage. On peut monter jusqu'à 3 grammes par kilo de poids de corps par jour sans que ça pose de problème. En tout cas, par rapport aux objectifs sportifs. Mais bon, ça, c'est ce que pensent certains. J'ai pas trop d'avis là-dessus parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un sujet qui fait débat au sein de la communauté scientifique. Euh, Il y a un cas en fait, qui est au cœur du débat, c'est que un sujet qui est au cœur du débat, c'est le taux de renouvellement des acides aminés dans le corps. On a à peu près 100 grammes d'acides aminés essentiels qui sont renouvelés dans le corps tous les jours. 100 grammes d'acides aminés essentiels pour une personne de 75 kilos. Donc ça veut dire qu'une personne de 75 kilos a besoin d'au moins 100 grammes absorbés de protéines, notamment spécifiquement d'acides aminés essentiels par jour, pour faire fonctionner son métabolisme normalement. Et en réalité, ça représente du coup un pourcentage assez élevé un apport en protéines en grammage qui est très très important. Euh, Il y a des gens qui vont vous dire oui, mais si mange trop de protéines, en fait, le corps n'en a pas besoin. En fait, le corps, les protéines servent à la fois d'un point de vue structurel pour concevoir de la masse musculaire ou des tissus de manière générale, servent à la fois de voie de signalisation et de régulateur. Du coup, ils ont un double rôle et ils peuvent très rapidement en fait être en déficience dans le système. Le problème, c'est que c'est très non linéaire. C'est-à-dire que après un effort, après l'entraînement, typiquement,
on peut avoir des besoins qui sont momentanément, le système peut demander 10 fois plus d'acides aminés que ce qu'on a besoin. Mhm. Donc en moyenne sur la journée, on ne sait pas trop calculer pour l'instant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a probablement plus besoin d'acides aminés que ce qu'on pense, mais on ne connaît pas encore exactement les quantités. Et alors, en général, on dit oui, mais si on mange trop de protéines, c'est pas bon pour les reins. Non, ça n'a aucun rapport. Le taux de filtration glomérulaire des reins n'est pas dépendant, enfin ne va pas être dégradé par la quantité de protéines et d'azote qu'on absorbe. C'est plus compliqué que ça n'a rien à voir. C'est le cas seulement si on a déjà une maladie rénale, mais pour ces personnes qui sont en bonne santé, il semblerait que ce soit plutôt protecteur. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques années, en fait, où il disait, voilà, on va essayer de montrer. Alors, normalement, on n'est pas censé faire ça en science. Mais l'objectif, on est censé rester neutre. Mais il disait, on est censé montrer que en mangeant moins de protéines, il voulait comparer un régime vegan avec un régime en protéines assez riche en protéines. Et il voulait montrer que du coup, le régime en protéines était plus délétère sur le taux de filtration glomérulaire. Et ils se sont rendus compte, à la grande surprise, ils ont été honnêtes, que en fait, c'est plutôt le régime vegan qui est délétère pour le système parce qu'en fait, si on fait pas travailler l'organe, ben, il perd un peu de sa fonction. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour les véganes d'ailleurs, par Mhm. rapport à ça. Bon, un autre truc aussi qui est intéressant de comprendre d'un point de vue évolutif, c'est que euh, il y a un truc important dans notre corps, c'est la créatine, la phosphocréatine en particulier, qui permet tout un tas de choses dans les cellules. Et la créatine, elle est produite à partir de différents acides aminés dans le système, dans le foie, dans les reins. Bon, en gros, on a 3 grammes de créatine qui circule dans l'organisme et qui est créée par jour, en temps normal, en théorie. Pour avoir ces 3 grammes, il faut manger l'équivalent de entre 500 et 800 grammes de viande crue par jour. Personne ne fait ça. Mhm. Alors ça soulève deux questions. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on en produit autant? Est-ce que ça veut dire parce que nos ancêtres en fait mangeaient beaucoup plus de viande que ce qu'on mangeait nous? C'est peut-être ça. Et la seconde question que ça soulève, c'est pourquoi est-ce qu'on en a autant besoin? On n'a pas de réponse par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que du coup, la complémentation en créatine, du coup, est particulièrement efficace pour tout le monde, parce que la majorité des gens, et moi inclus, ne mangeons pas l'équivalent de 500-600 grammes de viande crue par jour. Euh, Mon point par rapport à ça, c'est que donc cette créatine, elle est produite à partir d'acides aminés, notamment de l'arginine et deux autres dont j'ai oublié le nom. Et là encore, en fait, ça dépend d'apports en protéines suffisants. Euh, Ce qui est clair, parce que les protéines en fait ont eu très mauvaise presse à une époque, parce qu'on leur a attribué des effets toxiques qui n'étaient pas les leurs. Parce que dans certains articles, qui sont des articles américains d'ailleurs en l'occurrence, ils ont confondu burger avec steak. Alors déjà, ça n'a absolument aucun rapport. Et en plus, la qualité de la viande, c'est pas la viande elle-même le problème, c'est les perturbateurs endocriniens qu'ils mettent dedans, les antibiotiques, etc. Si vous avez une viande de qualité ou des sources de protéines de qualité, il n'y a aucun souci pour vous. Euh, de manière générale, en fait, si vous avez des apports en protéines qui sont importants, des apports en légumes et fruits qui sont importants, euh, surtout en légumes, a priori, tout va bien pour vous. Ok. Et donc sur une prise, avoir 25, 30, 40 grammes de prot avec un shaker ou avec deux steaks, Ah c'est... oui, ouais, alors ça c'est aussi un truc. Alors ouais, c'est vrai que je vais te parler de ça. Ça c'est il y a un mythe, mais c'est à cause du bodybuilding ça, qui est qu'il faut répartir de manière très segmentée les apports en protéines tout au long de la journée. C'est une très grave erreur du point de vue de la santé. Et c'est une erreur également du point de vue de l'absorption. Même si vous faites prendre 100 grammes d'un coup de protéines à votre système, il va les absorber. Alors, pourquoi est-ce que c'est grave, enfin grave entre guillemets, d'absorber en 6 fois par exemple vos apports en protéines dans la journée? Lorsque vous apportez, alors, ouais, lorsque vous apportez des protéines dans vos cellules, il y a un truc, une protéine, une molécule qui s'appelle mTOR, C1 ou C2, il y en a deux, qui va venir s'activer et qui va activer la synthèse protéique dans la cellule. Que ce soit dans les cellules musculaires ou dans les autres tissus, dans tous les tissus, cette molécule, elle existe. Malheureusement, si vous avez un apport qui est insuffisant au moment où mTOR s'active, mTOR va s'activer dans tous les tissus, sauf dans les muscles. Ok. Si vous voulez qu'mTOR s'active dans les muscles, il faut un apport très très important, qui est d'au moins de l'ordre de 30% de vos apports journaliers.
Donc, Ok. paradoxalement, quand on a un apport qui est faible de manière segmentée tout au long de la journée, on surstimule mTOR partout, donc on accélère le vieillissement dans tous les tissus, et on n'active pas tant que ça mTOR dans les tissus qui comptent pour là où on veut les développer, c'est-à-dire dans les muscles. Donc il vaut mieux avoir des très gros apports 2 ou 3 fois dans la journée en protéines, plutôt que de segmenter les repas. Ok. En fait, cette fausse croyance des apports segmentés vient du bodybuilding. Et en fait, ça vient d'un quiproquo. C'est que les bodybuilders comme Ronnie Coleman, Jay Cutler, les vieux de la vieille, mais encore ceux maintenant d'ailleurs, qui sont énormes, à chaque fois qu'ils avaient un apport en protéines, ils avaient entre 70 et 100 grammes d'apport par rapport. Ronnie Coleman, il prenait 600 à 700 grammes de prot par jour. Donc du coup, il divisait ça en 6 ou 7, et ça fait sens là pour lui. Mais nous, on fera jamais ça. Bah, Donc, il vaut mieux pour quelqu'un de normal d'avoir un apport de 50 grammes de protéines ou 60 grammes en 3 fois. Enfin, faire 60 fois 3. ok. Ça marchera très bien. On Ok. est loin des limites physiologiques. Ok. Donc ça, c'est plus clair. Est-ce qu'il y a une différence d'apport entre une personne qui va, une apport en protéines, entre une personne qui va pratiquer de la musculation et une personne qui va pratiquer de la course à pied? Pas forcément. En fait, ça dépend de l'intensité et de la quantité dans les deux cas. Euh, Si la personne qui fait de la muscu se bute à la muscu, c'est vraiment dépendant de l'activité. En fait, la course à pied crée beaucoup d'impact, donc crée beaucoup de casse musculaire, et donc il faut beaucoup de protéines pour récupérer. Euh, si on peut dire ça, entre guillemets, à activité égale, les apports en protéines sont à peu près les mêmes pour les deux sports, parce Ok. qu'il y a de la casse musculaire pour l'un et de la casse musculaire pour d'autres. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre comme petite question? On était plus de l'ordre de tout ce qui était alimentation anti-inflammatoire. Ah, Euh, ça veut rien. voilà. Ce mot me fait péter un câble. Ça ne veut rien dire d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Ça veut vraiment rien dire. Notamment à cause de ce que je vous ai expliqué au début sur le processus de l'inflammation, de la phase aiguë, de déclenchement et la phase de résolution. On peut avoir une alimentation pro-résolutive, mais une alimentation anti-inflammatoire, ça n'existe pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient ce terme, qui l'emploie. Je l'entends partout, c'est insupportable, c'est juste complètement faux d'un point de vue physiologique. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Ok, donc la question qui allait derrière ça, c'est euh, euh, quelle alimentation pour un coureur, donc quelqu'un qui fait de la course à pied, mais qui est atteint de la maladie de Crohn? Oh! Alors là, je dirais d'aller voir Gabriel Pilon sur Instagram, parce que lui, il est nutritionniste du sport, il a eu Crohn et il est spécialiste du système digestif. Ok, C'est un de mes anciens étudiants. Il est très très bon là-dedans. Mais là, ça dépasse mon champ de compétences. Là, il faudrait lui poser la question. Parce que c'est très très particulier. ok. Euh, alors là, c'est une question un peu plus vague, en tout cas pour moi. C'est quels nutriments contre les symptômes de la ménopause? Quels sont les nutriments à privilégier, en gros, pour lutter contre les symptômes de la ménopause? En fait, c'est pas tant pour le coup les nutriments que l'activité physique et le nombre de mitochondries là, qui seront régulatrices d'un point de vue hormonal, à mon sens. Donc si la personne fait beaucoup de cardio, elle sera beaucoup plus réglée d'un point de vue hormonal et il y aura beaucoup moins de variations d'un point de vue de l'inflammation. Est-ce qu'on peut déjà commencer par dire, si vous êtes en période de ménopause, commencez par faire du sport? Oui, du cardio et après des oméga 3 et on est bon. Ok. Après, c'est difficile cette question parce que ça peut aussi dépendre du sommeil, tu vois, ça peut dépendre d'autres choses, donc c'est délicat. Euh, L'importance de l'eau et quel type d'eau privilégier? L'eau en bouteille, l'eau en robinet. Il y a beaucoup de débats en ce moment là-dessus, sur la qualité, sur ce qu'on retrouve dans les flottes, que ce soit dans les bouteilles, mais également dans nos eaux qui coulent de nos robinets. Quels sont tes recos par rapport à ça? Alors, mon opinion là-dessus est très changeante d'année en année. L'être humain a évolué dans un monde où le contrôle qualité des eaux n'existait pas pendant des millions d'années.
Et on Mhm. a très bien survécu. Si tu prends ce qui se passe en Afrique, tu as des enfants qui boivent dans de l'eau croupie toute leur vie, c'est pas un souci. Au contraire, ça leur renforce le système immunitaire. Alors, ça, c'est vrai, mais en même temps, on est face à des nouvelles problématiques, notamment les perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans l'eau, qui sont pour le coup, qui n'ont rien à voir avec l'immunité. L'eau en bouteille, euh, c'est une catastrophe écologique, donc c'est difficile d'être pour. Euh, le... Si vous prenez par exemple je prends une marque à la con, hein, mais de la cristalline, vous buvez de la cristalline. Vous savez pas à quelle température est montée l'eau pour une raison X ou Y. Le plastique qui entoure votre eau, qui protège l'eau qui est contenue dans la bouteille, il est spécifiquement adapté pour la concentration de minéraux et le pH de l'eau en question. Et pour une température précise, en tout cas une fourchette de température. Si l'eau est trop chaude, ça va venir dégrader le plastique et ça va venir accentuer les perturbateurs endocriniens et les résidus de plastique dans l'eau, ce qui n'est pas bon pour vous. Si ensuite vous buvez dans votre eau en plastique et qu'ensuite vous dites, bon, très bien, je vais réutiliser ma bouteille d'eau en mettant de l'eau du robinet, c'est la pire erreur que vous puissiez faire, puisqu'en ce faisant, comme le plastique n'est pas adapté, vous allez avoir beaucoup de résidus de plastique et de perturbateurs endocriniens qui vont se mettre dans votre bouteille d'eau et c'est pas bon pour votre santé. Maintenant, en fonction des régions, la qualité de l'eau varie beaucoup au niveau du robinet. Personnellement, moi, je bois que de l'eau du robinet. Euh, euh, mais si vous voulez faire les choses vraiment parfaitement bien, je ferai comme dans certains, comment on appelle ça, dans certains coins qui font ça aux États-Unis ou dans des coins où on n'est pas sûr de la qualité de l'eau, c'est que je crée une grosse bassine, un réservoir d'eau et je mets c'est quoi déjà? Du charbon actif pour purifier l'eau. Je laisse comme ça pendant 24 heures et l'eau qu'on récupère, elle est vraiment pour le coup purifiée. Ok. Ça peut être une solution de faire ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup de solutions qui existent. Qu'est-ce que tu Ouais. penses des filtres? Tu sais, ils vendent maintenant des filtres, je ne Ah, connais plus la marque Berkeley. ouais, ouais. Ça a été testé en laboratoire, en contrôle, et c'est quasiment inefficace. Ça filtre 10% du truc et pas plus. Donc s'il y a vraiment un truc pas bon dans l'eau, il le filtrera pas, Ok. malheureusement. Par contre, t'as des filtres qui existent, par exemple pour des gourdes de survie. Tu Ouais. vois. Ces filtres-là, ils sont très bien pour filtrer des saloperies, mais c'est beaucoup plus cher et sur des quantités plus petites. Mais Mhm. pareil, je pense pas que ça filtre les trucs qui nous intéressent comme des perturbateurs endocriniens. Ça va filtrer des bactéries, des vers et compagnie, quoi. Et ça, Ok. c'est déjà filtré, normalement. Excuse-moi. Pareil. Pas de souci. Ok. J'aimerais qu'on aborde, allez, encore deux questions avant de clôturer. Je vois de plus en plus de choses passer autour de tout ce qui est ABA. Ah bah, le Bah, groupe? c'est ça. Non, mais la consommation des abats, Hmm. et leurs apports sur la santé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est très riche en minéraux, en vitamines si on les mange crues. Euh, donc c'est plutôt positif. C'est ce que faisaient nos aïeux, hein, nos ancêtres. Et il n'y a rien de spécial par rapport à ça. C'est très bien de le faire. Il faut juste aimer ça. Mais oui, c'est très bon pour la santé. Ok. Et bah après, ça va être la dernière petite partie où il va falloir répondre du tac au tac. J'ai plusieurs petites questions relativement Euh, simples. vas-y. Qu'est-ce que tu vas me sortir? N'aie pas peur, ça va bien se passer. Non, allez, ton dernier livre lu, ou alors ton livre de référence. Mon dernier livre lu, c'est Lao Tzu. Je sais plus où il est. La voix et et sa vertu. Ok. Hop. Ensuite, ta routine matinale parfaite. Ce serait quoi? Ma routine matinale parfaite. Je me lève avec mon réveil lumière. Euh, j'écoute un peu de musique.
Je discute avec ma compagne, je prends mon petit déjeuner, je pars m'entraîner pendant 2 heures. Voilà. Ok. Euh, Ton mentor ou la personne de référence qui te permet de te faire évoluer. Voilà. Alors, j'ai plein de chercheurs que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est compliqué, hein. J'apprécie beaucoup dans le domaine du sport Didier Reis. Mhm. Euh, pour ce qui est du cardio, j'adore Sean Seal. Il me sert de référence. Dans le domaine de l'alimentation, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Sylvain Druget, avec qui je collabore. Je travaille pour lui dans sa formation. Euh, dans le domaine anglo-saxon, j'aime beaucoup Peter Attia, ce qu'il raconte. Il fait des podcasts sur l'alimentation et la santé. Voilà, ce sera à peu près tout, je pense. Ah, si, peut-être côté sportif, si je prends un sportif de référence que j'admire, ça va être Cameron Warham. Cameron Warham, il a été plusieurs fois vice-champion du monde d'aviron indoor. C'est dans mon sport, en fait. Ok, C'est quelqu'un qui a été obèse, qui a fait de la force athlétique, qui s'est mis au cardio et qui fait des volumes d'entraînement qui sont juste absurdes. Mais il fait les choses très très bien, il est très très intelligent, il est intègre, il est nati, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de produits, il n'est pas chargé, ce qui est chose rare au niveau, très haut niveau. Donc voilà. ok. Et après, hop, dernière. Euh, Si tu avais une personne de référence vers qui me recommander pour un prochain podcast, pour apporter du contenu sur tout ce qui est santé, bien-être, performance, ce serait qui? Hormis Sean. Euh, ch- Ah, j'ai pas le droit de citer Sean. Ok. Qui c'est que je peux te recommander? Hmm, Ça peut être je un réfléchis. entrepreneur, ça peut être quelqu'un. Bah, je pourrais te recommander, pardon, Gabriel Pilon, justement, qui est une nutritionniste du sport et spécialiste du système digestif et qui a eu Crohn. Ok, Il a un point de vue intéressant sur ce sujet-là, et qui est économiste aussi à la base, donc il a un point de vue assez large de la chose. super. Bah écoute, on va clôturer là-dessus. Ouais, très bien. Je te remercie de ta disponibilité, de ta présence, de tout le Bah, de contenu rien. hyper important et hyper utile que tu viens de nous divulguer là, pardon. Et prochainement, je risque de monter à Toulouse. De Donc, monter? T'es plus bas que Toulouse? non, enfin, de descendre. Je ne savais pas comment tu vois la chose, mais oui, de descendre à Toulouse. Moi, je suis à Orléans. Donc, Ah oui, non, mais oui, ok. Ouais. Bah, le donc, pôle Nord, il est en haut, hein, donc tu descends techniquement, hein. C'est pas moi qui fais les règles, hein. à l'occasion, ce qui serait cool, c'est qu'on puisse. Bah ouais, on se Ouais, prend un café, on discutera, on fait ce que tu veux, on verra, ouais. et puis que tu me vois, que je vois comment tu envoies sur un rameur, parce que je vois tes entraînements, ça me paraît assez démentiel. Je suis à la retraite, moi, maintenant, hein. Je m'amuse, mais je fais plus de sprint à fond, hein. C'est quoi un sprint à fond sur 500, ça donne quoi? C'est beaucoup de douleur. En termes de temps, tu mets combien En de termes temps? de temps, mon meilleur temps, c'est une 16.0. Voilà, pour ceux Voilà. qui ont l'habitude de tirer sur un rameur, C'est 800 et quelques watts, un truc comme ça. bon, Ouais, je sais c'est pas. très solide. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, je te remercie, Vincent. Mais merci à toi, Alex. Passe une excellente journée. À toi également. Salut.